Le congrès donc ESAFORM, c'est un congrès donc européen, hein, sur les procédés de mise en forme. Donc il y a c'est une association, hein, avec des universitaires. Donc sa conférence a lieu en fait tous les ans. C'est une conférence annuelle, avec des participants qui sont en grande majorité des gens de l'Union européenne. Voilà. Donc, il y a à peu près 220 articles, hein, qui sont présentés. Voilà, donc, cette année, beh, comme l'année dernière, il y avait assez peu de présence asiatique, notamment de Chinois. Voilà, avec, beaucoup de présentations, en fait, des laboratoires allemands et notamment des instituts Fraunhofer, donc avec des présentations toujours très intéressantes. Il y en a plusieurs là que je vais présenter juste après. Voilà et puis là, cette fois-ci, oui, effectivement, la présence industrielle était assez faible. Donc, le proceeding, hein, complet en fait, hein, est en libre accès, d'accord, hein. Il y a le lien en fait, qui est ici sur la présentation. Voilà, donc, la conférence est organisée sous la forme de petits symposiums. Donc il y en a 3 auxquels je me suis intéressé, qui est forging and rolling, extrusion and drawing et puis donc tout ce qui est, mise en forme incrémentale, des métaux en feuilles. Ensuite, bah, dans le proceeding, hein, si ça vous intéresse en fait, hein, où il y a d'autres en fait, hein, sessions, notamment sur la fabrication additive, hein, ou par exemple les procédés de mise en forme, hein, par, déformation plastique qui sont assez développés également. Alors pour aujourd'hui, donc j'ai divisé la présentation en 2 grandes parties. Un premier qui est plutôt sur les procédés et les processus, hein, de mise en forme et puis une deuxième partie qui va être en fait, plus sur l'aspect métallurgique, hein, l'aspect matériaux, évolution des structures au cours de la mise en forme. Alors sur cette première partie, donc, il y a beaucoup d'articles en fait, hein, de présentation qui sont sur les outillages, hein, notamment les outillages de forge à chaud, hein. Donc il y a 2 articles de l'IFUM, qui est l'institut donc Fraunhofer, donc avec l'équipe du professeur Behrens, hein, sur la conception en fait, hein, d'un processus notamment pour étudier un petit peu l'usure des outillages, hein. C'est vraiment je dirais l'une des thématiques centrales. Et puis il y a aussi un article, hein, ça c'est des Norvégiens, hein, qui ont travaillé en fait sur la fabrication additive pour la réaliser certaines parties, actives d'outillage, hein, et là on est plutôt sur le cintrage de tubes. Alors, donc la conception d'un processus pour dissocier l'effet du refroidissement et du frottement sur l'usure des outillages. Donc la problématique des usures des outillages de forge à chaud, en fait, c'est d'arriver en fait à reproduire, je dirais le cycle thermique et le cycle tribologique à la surface des outils. Et ce cycle thermique, hein, si on se concentre sur celui-ci, donc il possède en fait un pic de chaleur en fait en début de mise en forme, avec un premier refroidissement qui a lieu quand l'effort de mise en forme en fait est relâché, puis ensuite une deuxième refroidissement quand on a enlevé la pièce et qu'il y a un échange avec l'air, et puis il y a un troisième cycle qui est très important, qui est celui en fait qui va être produit en fait par l'application du lubrifiant. En fait, souvent, on appelle ça une lubrification, mais en fait, le rôle est double, hein. Souvent, c'est des eaux graphitées ou des huiles graphitées qui sont là à la fois pour baisser les coefficients de frottement, mais pour refroidir en fait la surface de l'outil pour éviter que sa température moyenne augmente, hein, et produise en fait des détériorations des propriétés du matériau. Alors, il y a donc 5 phases. L Le lubrifiant donc a 2 effets, hein, et ce qu'ont fait en fait les gens de l'Institut Fraunhofer, c'est de mettre en place en fait un un processus qui permet en fait de dissocier les 2 fonctions. C'est-à-dire qu'ils vont, par, pulvérisation, projeter de l'eau, d'accord? Et ensuite ils vont appliquer, notamment par un phénomène électrostatique, hein, le graphite qui va servir de lubrification. Et donc ils peuvent jouer sur ces 2 paramètres pour regarder comment va, par exemple, se comporter le matériau de l'outil au cours de la mise en forme. Alors, ils ont mis tout un outillage instrumenté, donc ça ressemble un petit peu pour ceux qui connaissent à ce qu'on appelle nous la roulette CETIM, d'accord? Donc c'est un outillage qui représente pas une pièce qui est existante, hein, c'est pas une pièce industrielle, mais qui par contre va permettre en fonction des endroits où on regarde, hein, de concentrer certains défauts, hein. Par exemple, la fatigue thermique, elle va être au centre et puis l'usure abrasive, elle va être en fait dans les congés de raccordement. Donc tout ça, c'est instrumenté pour avoir en fait, hein, notamment des mesures de température au plus près de la surface, hein, pour avoir des estimations par notamment des techniques inverses des températures atteintes en surface. Donc l'aspect, refroidissement, donc c'est de la pulvérisation en fait d'eau, d'accord? Donc c'est les temps de pulvérisation, c'est le paramètre sur lequel ils vont jouer. Ensuite, on a un système de dépôt électrostatique pour la partie frottement avec le dépôt du graphite.
Ensuite, on aura des nuances donc d'acier forgé. Ils vont jouer sur 2 nuances pour jouer en fait sur la contrainte normale en surface, d'accord? Et ensuite, ils vont jouer sur les températures de l'outillage et les températures du lopin pour jouer notamment par l'amplitude, par exemple, du pic de température qu'on a en début. Donc ils sont arrivés, grâce à ce système-là, à avoir en fait un outillage, d'accord? Donc qui va permettre en fait de jouer sur l'ensemble des paramètres qui ont un impact, hein, sur l'usure des outils. Alors ils n'ont pas présenté de résultats, d'accord, hein, ils ont vraiment présenté uniquement la je dirais la démarche, la méthodologie, les solutions techniques, hein, adoptées pour arriver en fait à avoir une dissociation de l'ensemble des paramètres influents sur l'usure, pour, estimer notamment par exemple les performances des outils ou de revêtement d'outils. Alors toujours dans ce même institut, heu, ils ont présenté là cette fois-ci des résultats avec, un revêtement qui est un revêtement en fait, donc DLC, ça s'appelle Diamond Like, Carbon, d'accord? Donc en fait, on a des dépôts de je dirais des carbures et des diamants, d'accord, en surface. Donc les propriétés de surface attendues pour les outillages en forge à chaud, bah, c'est de la dureté pour notamment avoir une bonne résistance à l'usure abrasive, une résistance au matage et à la fissuration. Ensuite, on essaye d'appliquer en fait en surface des contraintes résiduelles, notamment de compression, pour avoir quelque chose qui va résister davantage, notamment à la fatigue thermique, et puis une résistance en fait à l'oxydation. Alors, le problème de ces dépôts DLC, c'est plutôt cette résistance en fait à l'oxydation, c'est-à-dire que dès que la surface va atteindre une température notamment supérieure à 700 degrés, il va y avoir une réaction du diamant avec l'oxygène, hein, forcément de l'air, et on va avoir en fait une disparition assez rapide en fait, hein, du dépôt qu'on va déposer. Alors, l'effet de la température, hein, donc on a une évolution de la structure avec notamment un effet de revenu de décarburation, hein, des aciers. Donc, le fait de mettre ces revêtements va, si il arrive à résister, va permettre aussi de faire en fait une barrière face à ces phénomènes. Alors, le traitement surface de DLC, donc Diamond Like Carbon Deposition, donc il y a différentes formes. Donc, il joue en fait sur les paramètres du procédé de dépôt. Alors, je ne connais pas ça dans le détail, hein, mais qui permettent en fait de doser en fait de deux types de carbone qui va se déposer. Donc, celui qui est vraiment la forme diamantaire, hein, qui est en cubique où on va obtenir la dureté. Et en fait, il y a la possibilité d'obtenir aussi sa forme hexagonale, d'accord, qui elle en fait est la forme du graphite, c'est-à-dire celle qui va avoir un effet sur le frottement, donc d'une sorte de lubrification solide. Alors le problème, c'est, ces dépôts-là, quels qu'ils soient d'ailleurs, hein, que ce soit des PVD ou ces DLC, c'est que souvent ils ont des soucis d'adhésion avec les aciers, hein, et notamment ils vont partir sous la forme de petites écailles, voilà. Et puis on a une faible résistance en température, donc ça c'est spécifique au carbone, hein. Quand on veut tenir en fait plus haut en température, on irait plutôt vers des nitrures que vers des carbures. Alors, la réduction de l'écart de dureté entre le DLC et le substrat est absolument important, c'est-à-dire que ces dépôts-là, que ce soit les PVD et là cette fois-ci les DLC, ils sont toujours déposés en fait sur un acier qui préalablement a été nitruré. Voilà. Donc c'est important d'avoir en fait une couche d'acier sous la pellicule, hein, d'accord, qui soit la plus dure possible, notamment pour éviter l'écaillage du revêtement. Alors pour la tenue en température, il est possible en fait d'essayer d'augmenter celle-ci en ajoutant en fait des éléments métalliques quand on va faire le dépôt DLC. C'est-à-dire que dans ce diamant, on va introduire, hein, en substitution du chrome, par exemple tungstène, molybdène, c'est les trois éléments qui ont été étudiés dans cet article-là, pour essayer de faire en sorte que, bah, que ça puisse quand même résister au-delà des 700 degrés. Alors, ils ont joué donc sur les paramètres de la nitruration, hein, dans le traitement duplex, donc la première nitruration, et notamment en jouant sur le taux en fait, hein, d'azote, ils vont obtenir en fait une couche nitrurée qui va être purement de la diffusion, ou alors, quand on a 80% d'azote, on va avoir en fait une couche de combinaison, donc 100% de nitrure de fer et des éléments d'alliage de l'acier, et dessous, on aura une couche de diffusion. Donc là, en jouant là-dessus, ils vont avoir en fait une influence sur la structure qui va supporter le revêtement mince. Ensuite, donc le DLC avec les éléments, donc différentes combinaisons d'éléments. Donc ils ont, alors pourquoi ceci et pas d'autres, bon, c'est pas détaillé, hein. Et puis ensuite les paramètres de l'essai en température. Donc ils ont joué uniquement sur la température en fait de la pièce, d'accord. Donc ils forgent à 900 degrés ou ils forgent à 1200 degrés. Ils ont testé donc la microdureté, les résistances aussi au scratch test, donc ça c'est pour l'adhésion, d'accord? Et puis, ils ont fait donc des essais de forgeage.
Alors, le dispositif, hein, donc eux, voilà, ils ont un système en fait qui est complètement automatisé, d'accord? Et ça, c'est absolument essentiel pour avoir une répétabilité en fait du cycle, pour avoir une répétabilité du cycle thermique et du cycle d'abrasion en fait en surface de l'outil. Donc ça, c'est quelque chose qui est absolument fondamental, hein, pour pouvoir faire effectivement des études comparatives. C'est-à-dire que si on étudie par exemple 2 revêtements différents, il faut vraiment, si on veut pouvoir les comparer, avoir exactement les mêmes cycles. Hein. J'ai quelques soucis dans l'animation, hein, je suis désolé. Alors les duretés de revêtement, donc on a des duretés, hein, qui sont, bon, qui varient un petit peu, hein, d'accord, mais qui sont quand même relativement proches aux alentours des 2000 HV. D'accord? Et puis par contre, hein, quand on regarde en fait la croche, hein, bah, en fait, on s'aperçoit, hein, que la croche, elle est meilleure quand il y a pas la couche en fait de combinaison, hein. Notamment, quand on a ici le tungstène, on voit en fait qu'on a une résistance, hein, donc au scratch test, hein, qui est la plus élevée, d'accord? Quand on a uniquement, la couche de combinaison, donc le revêtement qui a été fait avec 10 d'azote. Alors très souvent, quand on fait des traitements duplex, d'accord, donc on fait une couche de nitruration et ensuite il y a une phase en fait où on va supprimer la couche de combinaison on va venir polir en fait la surface pour l'enlever, pour que l'on ait en fait uniquement la couche en fait de diffusion qui est en surface sur lequel ensuite on va venir déposer le revêtement. Donc là, il retrouve un petit peu ces effets-là. Alors, ils ont regardé, donc ils ont fait 1500 pièces, hein, donc jusqu'à 1500 pièces, donc ils ont fait des états intermédiaires. Et puis ils ont utilisé un profilomètre pour regarder la quantité de matière, qui a disparu, d'accord? Donc il se trouve, hein, qu'effectivement tous les revêtements, d'accord, hein, qui ont eu en fait, hein, des traitements notamment de DLC avec les éléments d'alliage, font partie de ceux qui ont, le moins de matière supprimée, donc qui ont le mieux résisté en fait à l'abrasion. Par contre, quand on regarde les structures, on s'aperçoit que quand on a forgé la pièce à 1200°, d'accord, hein, donc au bout de quelques pièces, hein, je crois que c'est au bout des 500 pièces, en fait, on ne voit plus, d'accord, la couche de combinaison, c'est-à-dire que la couche d'ILC a été complètement dissoute. Mmh. Voilà. Alors un autre, résultat, là, cette fois-ci, c'est sur un traitement mécanique de la surface des outils, hein, pour obtenir en fait une meilleure résistance. Alors là, encore une fois, c'est à l'abrasion. Donc là, c'est du la mise en forme à froid, d'accord? Donc là, on a un acier à outils, donc un acier rapide, d'accord? Et on vient en fait en surface faire du galetage. Alors ce galetage va permettre à la fois d'améliorer l'état de surface, donc en écrasant je dirais les états de surface, et puis de permettre aussi d'introduire des contraintes résiduelles de compression en surface et augmenter la dureté par un effet, de corroyage. Voilà, donc le poinçon, c'est des poinçons qui sont obtenus par métallurgie des poudres, hein, qui ont des duretés jusqu'à 66 HRC. D'accord, et ensuite ils ont joué, d'accord, hein, ils ont fait un plan d'expérience sur les paramètres du caletage qui sont l'effort que l'on exerce sur la bille, le diamètre de la bille, donc le rayon du galet, d'accord, et le pas, hein, d'avance qui est ici. Alors ils ont regardé sur ce plan d'expérience, bah, ils ont fait des topographies 3D en fait, hein, de la surface de l'outil pour regarder notamment, bah, le RA et certains autres, paramètres. D'accord? Donc là, ils se sont rendus compte, par exemple, que, bah, l'un des paramètres les plus influents, c'est le pas d'avance quand on va faire le galetage, d'accord? Et que plus le rayon de la bille sera important, plus on obtiendra en fait un RA faible. Et puis ici, donc ils ont regardé donc la dureté, ils ont fait des duretés donc en HV5 et en HV30 et ils ont regardé notamment la différence entre ces 2 HV, en sachant que le HV30 en fait, il va avoir une influence sur une épaisseur plus importante, hein, de la surface. C'est-à-dire que quand il y a une grande différence entre le HV5 et le HV30, ça veut dire qu'en fait, il y a un fort gradient de dureté en fait en surface. Hein, et donc ils s'aperçoivent, par exemple, que quand ils augmentent la pression, finalement, ils ont un impact de cette dureté qui est sur une profondeur plus importante. D'accord? De même, quand on va utiliser en fait un diamètre de bille plus grand. Donc grâce à ces mesures-là, d'accord, ils ont des tendances, hein, sur les paramètres finalement de galetage à appliquer pour obtenir en fait une augmentation de la dureté et un effet, hein, de cette dureté sur une profondeur plus importante. Voilà. Bien. Alors, sur cette partie-là, donc là, c'est de la fabrication additive pour des éléments d'outillage. Donc là, c'est le cintrage de tubes. Donc, cette cintrage de tubes, c'est en fait, c'est des tubes à parois minces, d'accord? Et donc, quand on va les cintrer, on est obligé en fait de mettre un mandrin à l'intérieur,
d'accord, qui va maintenir en fait la section le plus loin possible, d'accord, pour éviter certains phénomènes comme l'aplatissement, d'accord, ou l'apparition en fait, hein, de plis à l'intérieur. Voilà, donc c'est le principe un petit peu de ce cintrage et donc là, ce qu'ils ont étudié, c'est la possibilité de fabriquer en fait le mandrin qui est ici en 2 parties. Une partie en acier qui serait, je dirais conventionnelle commune et d'adapter au diamètre du tube et ben, en fait, la surface active du mandrin avec un matériau qui est un PLA, hein, donc est un plastique biosourcé, donc qui peut être appliqué en fait par fabrication additive. Donc l'objectif, hein, c'est des petites séries et surtout une production agile, d'accord? Donc en fonction du tube que l'on a je dirais à cintrer, bah, hop, on lance la machine et puis on fabrique le mandrin qui va bien et rapidement on peut adapter la production à ce nouveau outillage. Voilà, donc ils ont fait une étude. Alors les paramètres qu'ils ont utilisés, alors il y a le diamètre du tube et cetera et puis il y a surtout aussi la possibilité comme le mandrin est en matière plastique, d'accord? Il y a la possibilité en fait de le rentrer un peu plus loin en fait dans le tube. Il va se déformer, hein, parce qu'il a une certaine souplesse et donc de maintenir cette section un peu plus loin en fait, hein, dans le rayon du tube. Et donc, quand ils ont voilà, avancé le tube, hein, de 10 millimètres notamment, d'accord, qu'ils ont mis un mandrin, bah, c'est là où ils ont, hein, ici, là, donc je dirais l'aplatissement le plus faible. Donc, ils obtiennent en fait un aplatissement plus faible que ce qu'on utilise en fait un mandrin en acier classique, hein, adapté en fait au rayon du tube. Voilà, donc ils ont démontré la possibilité de fabriquer ce type d'outillage, hein, par la fabrication additive. Voilà. Ils ont aussi regardé les défauts, hein. Donc effectivement, les plis, on les a uniquement quand on n'utilise pas de mandrin. Voilà. Alors ensuite, donc là, on va rentrer plus dans des articles qui concernaient en fait les processus, hein, et notamment, tout ce qui va être la combinaison en fait de procédés et ensuite la mise en forme de matériaux, de pièces bimatériaux. C'est-à-dire qu'ils vont combiner un procédé de mise en forme ou un procédé de fabrication additive pour fabriquer une pièce en différents matériaux, donc multimatériaux et ensuite ils appliquent en fait l'opération de mise en forme de cette, multimatériau obtenu. Alors le premier article concerne en fait, hein, de l'extrusion pardon, hein, du filage, voilà, d'une pièce bimatériau acier-aluminium. Alors, quand on fait ce genre de choses, la première difficulté vient de ce que l'aluminium et l'acier, d'accord? Alors que là, ici, il est soudé par friction. Donc, le procédé de soudage par friction est un procédé de soudage à l'état solide qui permet de faire ce type de jonction. Eh bien, en fait, le problème, c'est de trouver en fait la bonne température de mise en forme. Hein, la température de mise en forme à chaud de l'acier, on est plutôt à 1100-1200 degrés, et l'aluminium, on est plutôt à 450-500 degrés. Donc en fait, il n'y a pas de compatibilité possible, d'accord? Donc très souvent dans la gamme classique, on fait cet assemblage-là et ensuite on ne fait une mise en forme que de l'aluminium à sa température. Donc l'ensemble est porté à la température de forgeage de l'aluminium. Et donc là, donc c'est pareil, c'est encore l'IFUM, hein, eux, ils veulent faire l'inverse, d'accord? Donc ils veulent filer en fait l'acier. Alors la raison pour ça, c'est que quand on va filer l'acier, on va changer en fait la forme de l'interface entre l'acier et l'aluminium et on va augmenter cette surface. Et en augmentant cette surface, ils espèrent pouvoir augmenter en fait la tenue mécanique, hein, de la jonction aluminium-acier. Donc ça, c'est ce qu'ils ont donc étudié. Alors pour faire ça, bah, en fait, on est obligé de chauffer la pièce, mais de façon hétérogène, d'accord? Donc ils ont pour ça, bah, un système ici avec 2 2 inducteurs, pardon. Voilà, un premier qui va souder l'acier qui est au-dessus et un deuxième qui va chauffer l'aluminium dessous et ils ont tenté, d'accord, donc ils sont réussi, ils l'ont fait, hein, ils ont chauffé l'aluminium en fait, dans de l'eau. Voilà, donc en fait, ils chauffent l'aluminium et ils modèrent son échauffement, hein, en jouant en fait, hein, sur l'eau qui est ici. Donc, ils ont fait des essais avec des thermocouples et notamment 2 thermocouples, hein, le 4 et le 5 qui sont de chaque côté de l'interface et ensuite, bah, ils ont fait des mesures. Donc ils ont adapté un cycle de chauffe et ensuite ils ont regardé et là, par exemple, hein, donc de chaque côté de l'interface, on a un delta T qui est de l'ordre de plusieurs centaines de degrés, avec loin de l'interface l'acier qui a atteint 1900 degrés, donc des températures qui sont compatibles avec sa mise en forme à chaud, d'accord. Et puis l'aluminium qui, loin de l'interface, ben, lui va rester aux alentours des 100 degrés, donc qui va certainement pas, enfin moins formé.
Alors ils ont montré, notamment la contrainte d'écoulement de l'aluminium et de l'acier à ces températures-là et en fait, elles sont relativement proches à 100-150 mégapascales près. Voilà, donc il y a un fort gradient, hein, de température par contre au travers de l'interface. Donc comment va se comporter cette interface? Bah, c'est pendant la déformation, ça c'est un souci. Voilà, donc là aussi, hein, ils ont encore un dispositif complètement automatisé, d'accord? Donc ils ont un système de contrepoinçon notamment, pour, vraiment, maintenir un petit peu le la pression, hein, entre les 2 pièces au cours de la mise en forme et puis donc ils obtiennent ce genre de résultat avec un décollement qui est ici, d'accord? Donc ça, quasiment tous les essais qu'ils ont faits, ils l'ont obtenu. Alors soit ça vient de la soudure avec la chauffe qui a suivi, qui a produit en fait, des intermétalliques trop épais et qui a conféré en fait au matériau un comportement fragile, ou alors c'est la température de l'interface, d'accord? Alors donc on a les thermocouples qui étaient très, très proches, mais avec le temps de transfert et cetera, bah, quelle est la température exacte à cette interface? Eh ben, en fait, on ne sait pas trop. Voilà. Alors le résultat qui suit, donc c'est, là on revient dans les métaux en feuille, donc c'est des gens qui font de la fabrication additive, suivie ensuite de mise en forme. Donc là, on a un flanc tout classique et ils vont faire de l'extrusion, d'accord? Avec ici l'ajout d'un anneau, d'accord? Qui est déposé en fait, hein, donc là c'est Direct Energy Deposition, donc par un laser. Donc pareil, étude paramétrique entre donc la forme ici de l'anneau, diamètre intérieur, diamètre extérieur, et cetera. Et puis donc, ils ont fait des études, alors là, c'est assez poussé quand même parce comme ils ont fait une étude en fait en grande partie par simulation, ils ont notamment cherché à obtenir, bah, le comportement en déformation du matériau déposé, hein. Donc ils ont fait des dépôts sur des éprouvettes rectangulaires. Ils ont fait ensuite de la électroérosion pour isoler le revêtement et ils ont fait des essais de traction et ils ont regardé la différence et puis ça leur a permis de faire la simulation en introduisant en fait, des lois de comportement relativement, comment dire? Vraisemblables. Voilà. Alors, ils ont obtenu ce type de résultat, donc il n'y a pas eu, hein, en tout cas, ils n'ont pas présenté de résultats expérimentaux, d'accord? Donc on ne sait pas trop, bon voilà, si la simulation est capable effectivement de reproduire, fidèlement, hein, ces comportements. La seule chose, c'est que les variations comme ça, très brutales d'épaisseur, fait que localement, on est plus dans du 3D que dans du 2D, d'accord? Donc utiliser des éléments coques, au voisinage notamment de l'anneau, bah, en fait, ça ne marche pas très, très bien, hein, c'est ce qu'ils semblaient dire. Par contre, bon, bah, là, ils ont quand même obtenu certaines sensibilités, hein, notamment en fonction du diamètre de l'anneau, quels sont les endroits les plus sollicités et où sont susceptibles d'apparaître, bah, les fissures. Alors notamment, hein, au droit de l'anneau qui est ici, on a des concentrations de contraintes et c'est certainement les points les plus faibles, hein, qu'il y aurait au cours de la mise en forme. Voilà. Alors dans la deuxième partie, donc c'est l'intégration entre le procédé et les moyens de mise en forme. Donc ça, c'est un article, qui a été présenté par quelqu'un de l'équipe chez nous là, à Metz, d'accord? Qui travaille en fait sur le problème des presses et notamment le comportement dynamique des presses, hein, élastodynamique. C'est-à-dire qu'une machine qui travaille par énergie, comme ici la presse à vis de la plateforme Vulcain, en fait, quand elle utilise une certaine énergie pour mettre en forme, eh ben, en fait, on s'aperçoit que, bah, la pièce ne consomme dans sa déformation qu'une partie de cette déformation et même au fur et à mesure des frappes, si on frappe plusieurs fois pour obtenir la pièce, en fait, le taux d'énergie effectivement consommé par la déformation, diminue jusqu'à, des 5-10 quoi. Voilà et ça, c'est relativement difficile, en fait, de tenir compte de ça pendant la simulation parce que notamment, entre le premier coup où on aura plutôt ce qu'ils appellent un choc mou, où beaucoup d'énergie est consommée quand même dans la pièce et les dernières frappes pour remplir dans les congés de raccordement, dans les matrices, en fait, on a un comportement de choc qui change complètement et donc il faut avoir un comportement de presse qui soit capable de couvrir l'ensemble de ces chocs. Alors, la méthode qu'ils ont mis en place, d'accord, donc c'est une méthode relativement, je dirais, conventionnelle, hein, pour des pièces en analyse vibratoire, mais là, c'est pour un système quand même relativement complexe. Donc, ils prennent la presse, son outillage, ils font une frappe à vide avec peu d'énergie, hein, on ne peut pas frapper fort à vide, hein, et en fait, ils regardent, ils récupèrent en fait le comportement dynamique. Alors là, c'est un capteur qui est placé, hein, donc sur la partie haute de la presse à l'endroit où on mesure les efforts. Et puis ensuite, ils font une transformée de Fourier,
d'accord? Et on fait récupère les pics et là, notamment, par exemple, dans ce cas d'outillage qui a été utilisé, ils ont repéré, en fait, 2 modes, d'accord? Donc il y a 2 fréquences et ensuite, en fonction du nombre de fréquences et de la forme ici de la réponse, ils ont, en fait, des schémas types, masse-ressort, d'accord? Qui peuvent être associés. Donc là, par exemple, voilà le schéma type, d'accord? Donc 2 masses avec, ressort et amortisseur et puis ici, d'accord, on aura quelque chose qui, représente plus ou moins l'outillage, quoi. Voilà, donc une fois que ce comportement est là, la difficulté, c'est d'arriver en fait, donc le modèle en fait est identifié, on connaît la masse, on connaît les valeurs des ressorts. En fait, le problème, c'est d'intégrer ces modèles-là dans la simulation ensuite de la mise en forme. Donc il faut faire un couplage, alors aujourd'hui c'est un couplage faible, il faudrait faire un couplage fort, c'est-à-dire qu'à chaque pas de calcul, recalculer un petit peu le comportement de la presse et cetera et donc ça c'est tout le travail qui est en cours de développement. Alors la méthodologie, c'est bien une notification du total, c'est-à-dire que dès qu'on va changer d'outillage, de type d'outillage, il faut refaire d'identification parce qu'en fait, on change la structure globale de la presse. Alors sur la partie donc matériaux, on a donc l'évolution des structures en mise en forme, donc ça, c'est vraiment la partie, je dirais, aujourd'hui qui est très, très importante. C'est-à-dire qu'on cherche à simuler non plus uniquement la géométrie, pas uniquement les efforts, bon ça fait un petit moment déjà, mais maintenant on cherche à avoir l'évolution de la structure du matériau pour pouvoir, bah, définir un peu les propriétés météorologiques de la pièce après mise en forme, en déduire ses propriétés et la grande difficulté, c'est de le faire dans des cas, en fait, de mise en forme multi-coups, d'accord? Donc des gammes complètes où, par exemple, on va forger, 3 coups, ensuite on va faire une réchauffe et on va reforger 2 coups. Donc suivre la structure à travers des cycles comme ça thermomécaniques, complexes, c'est encore, en fait, un défi aujourd'hui, hein. Il y a des outils qui apparaissent, mais on va en parler, d'accord? Mais il y a encore quand même beaucoup, beaucoup de difficultés. Voilà. Donc il y a un article sur l'évaluation des modèles d'évolution des structures métallurgiques, c'est un benchmark. Voilà, c'est le premier que je vais vous présenter. Ensuite, c'est un travail que nous, on a fait ici au LCFC, donc on a présenté à cette conférence qui est sur l'identification des mécanismes de recristallisation en étirage. Donc là, on a la particularité d'avoir une structure initiale qui est une structure en fait de fonderie, d'accord? Donc très grossière avec des grains allongés et cetera. Et puis ensuite, donc je vous parlerai donc d'un procédé de friction-extrusion, donc qu'on regardera sur les alliages d'aluminium notamment. Alors, sur cet article-là, donc c'est le suivi de la structure, d'accord? Donc au travers de la gamme complète. Donc le matériau utilisé, c'est l'Inconel 718. En fait, ils ont comparé 3 logiciels et qui possédaient tous les 3 une loi de type JMAC, d'accord? Donc c'est des lois à ce qu'on appelle à champ moyen avec des paramètres notamment de thermomécanique qui permettent qui sont reliés à travers un système d'équations, d'accord? À la taille de grain, au taux de recristallisation et puis donc c'est ça, taille de grain et les structures zut, le taux de recristallisation. Voilà, donc tous les logiciels l'ont, donc ils ont comparé. Alors la gamme testée, c'est un écrasement en double cône, d'accord? Donc là ici, c'est vraiment une section et il faut imaginer la symétrie, d'accord? Donc on a 2 cônes avec une partie, cylindrique qui les rejoint, d'accord? Donc ça permet quand on va faire l'écrasement, d'éviter notamment les grands bombés liés au frottement, d'accord? Et d'avoir en fait une forme assez particulière de la déformation. Et le cycle donc qui est utilisé, donc ils font une chauffe, un temps de maintien, une première frappe, ils font une réchauffe et une deuxième frappe. Et puis, ils vont regarder, donc ils ont des états intermédiaires, notamment au bout de la première chauffe, certaines pièces vont être tout de suite découpées sans subir la suite. Donc ils ont plusieurs pièces qui permettent d'avoir des états intermédiaires. Alors, heu les phénomènes, donc au cours de la première frappe, on a de la recristallisation dynamique, donc c'est de la mise en forme à chaud. Donc on aura au cours de la déformation, des grains en fait qui vont se reformer. Et puis on aura bien évidemment un effet, d'écrouissage-restauration, d'accord, avec création de densité de dislocation. Et puis celles-ci vont s'annihiler en partie avec la déformation. Au cours de la chauffe, au cours pardon, de la mise en forme, globalement, la pièce va perdre en température, va descendre. Ensuite, quand on va refaire une réchauffe, d'accord, on va provoquer de la recristallisation statique parce qu'on aura accumulé finalement de la contrainte et de l'énergie avec l'écrouissage.
Et puis si on maintient en fait, hein, le temps relativement longtemps, on peut aussi avoir à nouveau du grossissement de grains, d'accord? Le phénomène de grossissement de grains qui est lié en fait au maintien à haute température. Et puis au cours de la deuxième frappe, on a à nouveau la recristallisation dynamique, écrouissage, et cetera. Le modèle utilisé, donc c'est un modèle JMAC, c'est un champ moyen, hein, donc les paramètres de sortie qu'ils ont regardés, c'est dans la pièce, double cône, bah, c'est quelle est la zone recristallisée, les taux de recristallisation obtenus et puis les tailles de grains recristallisés moyens, hein, qui sont estimés par les modèles. Et puis les paramètres d'entrée, c'est la déformation et puis le paramètre de Zener-Holomon, d'accord, qui est le produit de la vitesse de déformation, puis une exponentielle contenant la température avec l'énergie d'activation de la avec le Q ici, des différents phénomènes de recristallisation. Alors, pour ce qui est de la prédiction des zones, quel que soit le logiciel, en fait, c'est plutôt bon. Voilà. Alors ici, on voit que Q-form est pas tout à fait alors ça, c'est expérimental, hein, puis ici, on a les résultats en simulation numérique. Donc on verrait que Q-form est un peu moins bon, mais en fait, il suffit d'ajuster les paramètres du modèle qui est intégré, en fait, hein, pour le faire mieux correspondre, en fait, à ce qu'il y a sur là expérimentalement et on rejoindrait des résultats qu'il y a comme dans Deform et Forge, hein. Voilà. Par contre, tous les logiciels quasiment prédisent, 100 de recristallisation au centre, d'accord? Alors qu'en fait, expérimentalement, il y en a que voilà, 25 quoi. Donc en fait, le taux de recristallisation, donc les critères d'amorçage de cette recristallisation apparemment sont bons, hein. Par contre, arriver à de façon quantifiée à obtenir le taux de recristallisation, c'est déjà beaucoup plus difficile. Et puis la grande difficulté aussi, c'est des modèles, d'accord? Qui la taille des grains moyens, en fait, qui sont recristallisés, c'est pareil, il y a de grandes différences et notamment ce qui n'est pas capable de faire, en fait, hein, ces modèles JMAC, quand ici, on a par exemple 26 de taux de recristallisation, c'est-à-dire qu'on a les grains initiaux qui sont souvent plus gros parce qu'ils ont subi le grossissement de grains au cours de la chauffe et qui vont être en fait mélangés, souvent entourés par les grains qui sont recristallisés, qui ont une plus petite taille de grain. Donc le modèle JMAC, il va étudier, il va regarder une taille de grain moyen, alors qu'en fait, on a deux populations de grains. Une population à grains fins mélangée avec une population à grains beaucoup plus gros, d'accord? Et en fait, il n'y a aucune raison qu'une telle structure en fait évolue en recristallisation de la même façon que des grains qui seraient tous pareils avec la taille moyenne. Donc, difficulté à suivre un petit peu cette hétérogénéité liée notamment à de la recristallisation partielle, c'est l'une des grandes, grandes difficultés et des grandes limites, hein, des modèles tels qu'ils existent aujourd'hui comme JMAC. Voilà, donc c'est un petit peu ce qui est écrit ici. Alors, l'autre difficulté, c'est de coupler, hein, la loi de comportement plastique avec justement la recristallisation. C'est-à-dire que quand on va faire de la recristallisation, on efface complètement l'écrouissage. Donc, en fait, il y a la nécessité d'adapter en fait la contrainte d'écoulement au phénomène de recristallisation. Et ça, alors, on peut le faire dans les logiciels, mais là, à ce moment-là, il faut sortir, avoir ce qu'on appelle des lois utilisateurs qui vont ressortir les résultats du modèle JMAC pour réadapter en fait la valeur de la contrainte d'écoulement, pour réinjecter dans les logiciels de simulation d'éléments finis. Donc il y a un travail complémentaire à faire et qui est vraiment pas simple, quoi. Voilà. Alors, ce qu'ils préconisent, eux, d'accord, c'est finalement d'avoir un modèle JMAC qui va couvrir une large gamme de déformations de température, et cetera, c'est plutôt d'avoir quelque chose, hein, qui va être en fait par morceaux. Voilà, donc pour tel procédé, on a telle vitesse, telle température, on utilise ce modèle-là. Si on fait de l'extrusion, on aura d'autres vitesses, d'autres déformations, et cetera. Utiliser un autre modèle. C'est physiquement, scientifiquement, c'est pas très valorisant parce que normalement un modèle, c'est censé tout faire, mais voilà. Donc avoir quelque chose qui serait validé en fait, hein, par morceaux et par sous-domaine. Bien. Alors toujours dans le Il même, nous reste, une dizaine de minutes, ouais, monsieur Langlois. je pense Mmh. que je dois être bon là, je pense, hein. Je vais m'arrêter, hein, sinon. Donc là, c'est le même type de travail avec, donc c'est vraiment la même chose, sauf que le procédé, c'est pas le même, c'est de l'étirage, d'accord? Donc on part d'un lingot, qui a été obtenu en fait par fonderie, d'accord? Avec une structure qui est celle qu'on peut voir à côté, avec des grains allongés là, et cetera. Donc orienté avec une texture donc, cristallographique, une texture morphologique aussi des grains et de regarder au cours des premiers instants de déformation, quels sont les mécanismes de recristallisation qui se produisent, à quels endroits et puis, essayer d'avoir aussi quelques données quantifiées. Donc la gamme de tirage,
d'accord? Donc, on part d'un rond, on essaye d'obtenir donc par frappe, hein, successive, hein, les tirages, en fait, on vient avec des enclumes, frapper, progressivement. Donc on obtient donc du 150 par 150 et puis ensuite à côté, on a fait une réchauffe et puis une partie seulement de la première partie qui a été étirée, on va la étirer sur une deuxième fois, d'accord? Pour atteindre en fait une section plus faible. Donc on a fait donc 2. Donc là on a les 2 lingots, juste après étirage, puis refroidissement. Ensuite, il y a eu des coupes, de métallographie. Donc là, ici, on a la structure juste après le premier étirage et ici, on a la structure après le deuxième étirage, en sachant qu'ici, hein, cette zone-là qui est donc réchauffée n'a pas subi de deuxième déformation. Donc c'est la structure que l'on obtient, hein, par la recristallisation, par les phénomènes de grossissement de grains, en fait, hein, de la structure du premier étirage. Donc voilà, donc ça nous a permis, d'accord, hein, d'identifier qu'au cours, en fait, du premier étirage, finalement, on a des phénomènes de recristallisation, dynamiques, mais vraiment très, très, très légers aux joints de grains, très, très fins, donc très, très peu de recristallisation. Par contre, on a un effet très, très important de la réchauffe, d'accord? C'est-à-dire que l'écrouissage, donc ça, c'est un acier inoxydable, hein, donc cet écrouissage va se libérer, hein, cette énergie en faisant de la recristallisation statique, en faisant des grains équiaxes. D'accord, et puis ensuite, la deuxième mise en forme va refaire une recristallisation de cette première structure, d'accord, avec des grains fins. Ils vont entourer les grains initiaux ici qui étaient quand même grands, hein. On a ici quasiment des grains qui font 1 à 2 millimètres, d'accord, ce qu'on appelle la recristallisation donc statique en collier, en dynamique en collier. Voilà, donc ces études-là ont permis donc d'identifier, les phénomènes, d'accord. On a un premier cas, qui permettra ensuite, de regarder un petit peu l'efficacité, notamment des modèles, hein, pour arriver à suivre l'évolution de la structure pour ce type de mise en forme. Voilà. Alors les 2 derniers articles, je les ai regroupés pour en faire qu'un seul, parce qu'en fait, ils utilisent le même procédé, hein, qui est le procédé en fait, hein, de friction-extrusion. Donc ce principe-là, c'est le suivant. Donc c'est les gens qui ont breveté ça, c'est les gens qui ont fait du FSW. Donc c'est des grands spécialistes de soudage par friction, et cetera. Donc là, ils utilisent en fait la friction pour monter en température le matériau que l'on veut ensuite extruder pour en faire des fils. Donc 2 possibilités, soit on met un lopin, d'accord? Ou alors ils ont testé aussi, ça c'est le deuxième article, en fait ils ont mis de la poudre. D'accord? Donc de la poudre et puis ensuite il y a le container en fait qui tourne, il y a ici le poinçon qui pousse, donc il y a un frottement, un peu partout. D'ailleurs voilà, beaucoup je pense, enfin c'est pas très bon, on va voir après. Bien, donc ce qui est important, c'est que la chaleur, d'accord, elle est générée en fait par le frottement et la déformation de la matière, hein. C'est un peu comme tous les procédés de soudage par friction, que ce soit le soudage par FSW ou soudage par friction rotative classique. Alors ce procédé-là, il a un tout petit donc un processus, voilà, où au départ, en fait, on augmente la vitesse de rotation pour un effort assez faible, en fait, pour initier, en fait, hein, notamment le contact entre le poinçon qui est ici et la matière, et une fois que ce contact est établi, en fait, on va augmenter l'effort et puis on va baisser la vitesse de rotation, hein, pour provoquer, en fait, hein, le filage. Alors, 2 études, hein, donc l'extrusion d'un lopin en alliage d'aluminium avec, l'étude, d'accord, en fonction des taux de réduction, hein, donc ils sont surtout intéressés par l'homogénéité en fait, hein, du fil qui va être formé. Voilà. Et puis ici, donc c'est une poudre et ils vont regarder donc au fur et à mesure qu'elle rentre dans la filière et une fois que ça a formé en fait un fil, regarder un petit peu la consolidation de la poudre, d'accord? Et puis la structure du fil, hein, extrudé, notamment son homogénéité entre le cœur et la surface. Alors, dans la partie, mise en forme d'un lopin, donc ils ont, fait de la simulation. La difficulté, je trouve, donc ils n'ont pas beaucoup insisté dessus, mais je pense que c'est la modélisation, en fait, du frottement. En fait, le problème des procédés donc de soudage par friction ou friction malaxage et cetera, c'est qu'en fait, le principe même d'apport d'énergie, c'est le frottement, hein, qui dépend très fortement en fait des conditions, de la température, qui va dépendre de la nature du contact, et cetera. D'accord? Donc c'est quelque chose qu'il est très difficile en fait, hein, de maîtriser par les modèles et notamment sa variabilité, hein, sa sensibilité à certains paramètres qu'on a du mal en fait à contrôler, rend finalement assez peu prédictif.
Voilà. Ensuite, ils ont fait une modélisation de loi de comportement de l'alliage d'aluminium, donc ils ont fait des essais d'écrasement, notamment je crois que c'est fait sur des machines Glibel, en sachant que dans ce procédé-là, on a de la torsion, vu qu'on a quelque chose qui tourne, d'accord? Et ils ont des taux de déformation de l'ordre de 80 et je ne suis pas sûr que ce soit des taux de déformation qui soient capables en fait d'atteindre, d'accord? Avec, ces phénomènes, avec ces procédés-là, donc les machines Glibel. De même, sans que ça, ils ont pas vraiment répondu non plus, c'est quelles sont les vitesses en fait de déformation qui sont atteintes, c'est-à-dire qu'ils ont un phénomène, c'est très difficile à mesurer, d'accord? Et en fait, on ne peut se fier finalement que à la simulation pour essayer d'obtenir les vitesses de déformation, d'accord? Et ces vitesses de déformation, bah, en fait, il faudrait les appliquer pour pouvoir avoir une loi de comportement correcte pour ensuite simuler. Donc on a un peu un phénomène qui se mange qui se mord la queue, d'accord? Où il faudrait connaître la vitesse de déformation pour pouvoir caractériser le matériau, pour pouvoir simuler, pour avoir la vitesse de déformation. Donc les couplages thermomécaniques, dans ce type de procédé, bah, c'est l'une des grandes difficultés, notamment pour les simuler. Alors, ils ont quand même fait ça, donc ils ont quand même fait un frottement qui en fait, est sensible en fait notamment à la pression, d'accord? Et puis donc, pareil, la répétabilité du procédé, bon, c'est quelque chose sur lequel ils se sont pas appesantis. En tout cas, ils se sont donc, d'après leurs résultats, en fait, il faut appliquer plutôt des taux, en fait, de réduction relativement importants et ils ont établi un seuil, d'accord, minimum, pour obtenir, en fait, quelque chose de relativement, je dirais homogène, d'accord, donc en sortie. Alors, on n'a pas eu de résultats expérimentaux, sur cette partie-là, ça a été uniquement des résultats de simulation. C'est vrai qu'on aurait bien aimé avoir en contrepartie, bah, effectivement, notamment des métallographies pour regarder si effectivement, on a quelque chose d'homogène. Alors sur la deuxième partie, on est sur les poudres, d'accord? Donc là, on a ces résultats-là. Donc, on a une partie centrale donc qui est consolidée, donc ils ont fait donc là, toutes les métallographies qu'on voit ici, elles ont été prises en fait au centre et la baie, elle a été prise dans les morceaux qui sont dans les coins et qui sont tombés. Voilà. Donc là, on retrouve, la poudre avec, certaines liaisons et puis tout en blanc qui est ici, c'est tous les intermétalliques, donc c'est un aluminium zinc, qui a été mis en forme. Et puis ensuite, on voit donc entre C, D, E et F, ben, on voit que les porosités entre les poudres en fait, bah, se résorbent petit à petit et puis que dans le phénomène d'extrusion qui est ici, on a un affinement aussi de la taille de grain, d'accord? Donc avec des phénomènes de recristallisation où les grains qui sont allongés ici, donc en E, ben, quand ils arrivent en F, en fait, ils ont subi déjà de la recristallisation. Donc ils ont quelque chose qui, avant de rentrer dans la filière, a déjà été consolidé, en F. Par contre, ce qu'ils remarquent, d'accord, c'est que, bah, il y a quand même des défauts d'homogénéité dans la section, donc ça, toutes les métallographies qui montrent, bah, c'est au centre, mais en fait, quand ils sont en pot, en fait, ils ont pas des grains, donc là, ils sont de quelques inférieurs à 10 microns, mais ils sont plutôt à 50 microns, d'accord? Et puis ils ont des défauts, notamment des défauts de cohésion, d'accord? Alors est-ce que ça vient de ce que si on avait pris les métallographies EF un peu plus haut, eh bien, on n'avait pas ces états consolidés, mais qui restaient encore des porosités? Ou est-ce que c'est un effet simplement lié au coin? Quand on regarde ici, on a vraiment des rayons en fait, de raccordement qui sont très, très faibles. Est-ce qu'on a des phénomènes de liquation, par exemple, avec le frottement ou avec des fusions partielles, des choses comme ça qui créeraient des micro-rotatiures? Bon, en fait, ils savent pas trop, donc enfin, en tout cas, ils ont pas donné l'information. Voilà. Donc là aussi, pour la simulation, si on devait effectivement estimer un petit peu les températures, et cetera, bah, c'est compliqué, d'accord? Notamment, alors déjà tout à l'heure pour un lopin, avoir la loi de comportement, c'est compliqué, mais alors le comportement d'une poudre qui se consolide petit à petit pour avoir une estimation d'énergie dissipée par déformation et frottement, là ça semble effectivement, très, très complexe, quoi. Voilà, donc ils ont regardé, ils ont fait des duretés également, donc là on voit bien l'hétérogénéité, d'accord? Avec la dureté au centre, qui est plus importante en fait, qu'en pot. Donc voilà, donc j'ai terminé. Donc, j'ai mis à la fin toutes les références, des articles sur lesquels je me suis appuyé pour faire cette présentation.